Somnifère, le podcast. Nous gagnerions plus de nous laisser voir tels que nous sommes que d'essayer de paraître ce que nous ne sommes pas. Écrit François de La Rochefoucauld. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 21 octobre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un homme dont l'unique ambition est de quitter sa province pour s'installer à Paris. Il finit par déménager dans la capitale, s'installe dans un appartement de la rue Montmartre et s'apprête à vivre la vie qu'il a toujours fantasmée. Et pour pallier au déracinement et à la solitude, il trouve une parade surprenante. C'est une nouvelle de Maurice Leblanc intitulée « Un correspondant ». Et juste avant cela, une séance de relaxation sur le thème de la gratitude ce soir pour finir la semaine sur une note positive. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Johanna de Clichy, Héloïse et Maëva de Montpellier, Bilal de Saint-Honoré-les-Bains et Juliette de Montréal qui embrasse Charles de Paris. Merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux et plus d'infos en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dimanche soir, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Lorsque vous êtes prêt, fermez les yeux et portez simplement votre attention sur votre corps, en tâchant de bien relâcher les éventuelles tensions que vous remarquez. Je vous laisse quelques instants pour le faire. Notre séance de relaxation ce soir a pour thème la gratitude. On a souvent tendance inconsciemment à porter notre attention sur ce qui ne va pas, et on en oublie souvent de passer du temps à songer aux choses pour lesquelles on ressent de l'appréciation. Peu importe la manière dont s'est passée votre semaine jusque-là, que vous ayez passé une bonne semaine ou une semaine difficile, je vais vous demander de trouver 3 choses pour lesquelles vous avez ressenti de la gratitude cette semaine, qui vous ont fait plaisir et pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ce peut être n'importe quoi, un texto, un sourire, une attention, peu importe. Trouvez 3 choses pour lesquelles vous avez cette semaine ressenti de l'appréciation, de la gratitude. Je vous laisse un instant pour y songer. Continuez de porter votre attention sur ces 3 choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude et observez simplement vos sensations. Portez simplement votre attention sur ces 3 choses, ainsi que sur votre respiration, et observez avec curiosité ce que cela provoque en vous. Je vais maintenant vous demander de penser à 3 choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude en général, pas seulement ces derniers jours. Ce peut être d'avoir trouvé quelqu'un pour partager votre vie,
d'avoir un toit au-dessus de votre tête, d'être en sécurité, etc. Je vous laisse un instant pour y réfléchir. Continuez de porter votre attention sur ces trois choses et concentrez-vous à nouveau sur les sensations que cela provoque en vous. À présent, portez votre attention sur une ou plusieurs personnes que vous êtes heureux d'avoir dans votre vie ou que vous êtes heureux d'avoir connues. Laissez votre attention doucement dériver sur votre respiration, calme et sereine. Sur les mouvements de votre poitrine à l'inspire et à l'expire. Imaginez qu'à chaque expire, votre corps s'enfonce un peu plus confortablement dans le matelas. Détendez votre cuir chevelu, votre front, votre langue, votre mâchoire, votre cou et votre nuque, vos épaules. À présent, laissez simplement
votre attention doucement dériver à nouveau sur votre respiration. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Maurice Leblanc, le correspondant. Chacun sa vocation. Celle d'Alcide Chapeau consistait simplement à quitter la province pour demeurer à Paris. Dès son enfance, il se sentit entraîné irrésistiblement vers la capitale. Donc il y pensa briller par quelque mérite ou quelque originalité. Mais tout homme marche vers un but, toute vie tourne autour d'un pôle. Lui, Paris l'attirait. Il en parlait toujours comme s'il y eût été, ce qui lui donnait un singulier relief parmi ses voisins. Ses descriptions imaginaires étaient précises. Sur le mur de son bureau pendaient des cartes et des plans de la grande ville. Un point au crayon rouge marquait l'endroit où il habiterait une fois sa fortune faite. D'ailleurs, il connaissait toutes les rues principales, les boulevards, leur longueur, leur largeur. Le provincial qui veut se faire parisien, et qu'il sera, est supérieur à ses congénères. Alcide Chapeau méprisa son entourage de boutiquiers et de rentiers, dédaigna d'épouser une fille du pays, et quand le succès de ses entreprises lui permit de réaliser son rêve, rompit avec toutes ses relations. Donc à 50 ans, Alcide débarquait dans la capitale et louait un logement rue Montmartre, en plein centre, en pleine activité, au cœur de Paris. Il choisit la maison la plus populeuse. Les locataires grouillaient. Les premiers mois furent délicieux. Il prenait possession de son royaume. Son pied dur sur le pavé, sa canne martelait le trottoir. Il se faisait un point d'honneur de ne jamais demander son chemin à personne, disant « À quoi bon, j'irai les yeux fermés ». Aussi se perdit-il souvent. Une bizarrerie l'étonnait. Il n'entrait en rapport avec personne. Sa solitude lui pesa, il voulut la rompre. Mais une invincible timidité lui liait la langue et lui comprimait le cerveau. Depuis tant d'années, il proclamait la suprématie de tous ces gens qu'auprès d'eux, il se sentit infime, tout petit garçon, ridicule, emprunté, provincial. Le fait est que ces tentatives de liaison restèrent infructueuses. On semblait lui rire au nez. Il se tint à l'écart, vexé. Pour secouer son ennui, il inventa des distractions. Son pas était de 70 centimètres. Il se mit à arpenter des rues, convertissant en mètres le nombre de ses pas et vérifiant son erreur dans le bottin. Il devint d'une habileté surprenante. On se lasse de tout. Alcide Chapeau commençait alors à trouver la vie très monotone et Paris dénué d'intérêt. Jusque chez lui, il n'éprouvait qu'échec et outrage.
Ainsi, le concierge, cet être évidemment inférieur, le concierge affectait de le connaître à peine. Blessure cuisante, car ce concierge causait avec tous les locataires, potinait avec les bonnes, et la loge retentissait de rire. Quel précieux allié eût été un pareil personnage, et quel agent de fusion avec les autres habitants de l'immeuble. Alcide pensa, il faut le conquérir, et chaque jour, il entr'ouvrait la porte et demandait « Il n'y a pas de lettre pour moi ?» L'individu ripostait d'un ton bourru. « Non, rien. » Cela dura 2 semaines, puis un matin, le concierge impatienté s'écria « Et que diable, vous savez bien que vous ne recevez jamais de lettres, vous !» C'est vrai, il ne recevait jamais de lettres, lui. Tous ses voisins en recevaient, lui, non. Quoi d'étonnant à ce qu'il fût dédaigné par le concierge et privé de la considération à laquelle il avait droit. Ne pas recevoir de lettres, c'est ne connaître personne, ne posséder aucune protection, être dénué de toute influence, de tout crédit, de toute autorité. Il s'aperçut soudain de son isolement dans le monde. Il vivait à part, comme un lépreux, nul ne s'intéressait à lui. Il ne pouvait faire ni bien ni mal. Qu'il crevât, pas une larme ne coulerait. De là sans doute provenait l'espèce de froideur avec laquelle on l'accueillait. Cette intuition le rendit songeur. Il cessa ses visites au concierge. Son visage marquait l'effort des laborieux enfantements qui transforment une vague idée en une résolution fixe et irrévocable. Or un matin, il arriva ceci. Alcide passait devant la loge d'un air dégagé quand le concierge l'appela. « Monsieur Chapeau, il y a des lettres pour vous. » « Ah, bien, prenons ça, monsieur Chapeau, tout simplement. » Il y en avait 3. L'une munie d'une enveloppe distinguée, une autre portant l'entête des magasins du Louvre. La 3e, carte postale où Alcide put lire aussitôt une demande de secours. Le lendemain, il en reçut 4. L'une d'elles exhibait une couronne de comte cerclée d'une devise. Le surlendemain, 2 courriers apportèrent 5 lettres, et cela s'accrut. Bientôt, d'une façon définitive, à chaque courrier, il y eut quelque chose pour monsieur Alcide Chapeau. Sa situation subit un changement immédiat. Le concierge devint obséquieux et bavard. Les autres locataires le saluaient très bas dans les escaliers. Lui-même prit de l'aplomb. Au café, on le considérait. Comme il se félicita de son stratagème. Les délicieuses nuits qu'il employait à tracer sa propre adresse sur toutes ses enveloppes. Il fallait une rude attention pour que l'écriture ne fût jamais semblable. Et quelle imagination pour varier l'état social apparent de l'expéditeur. Nul détail n'était négligé. Ni le parfum, ni la couleur de l'encre, ni la position du timbre, ni le cachet. Les enveloppes surtout le préoccupaient.
il passait ses après-midi à en acheter de formats différents et de qualité spéciale. Il ne s'en tint pas là. Il eut la minutie de composer scrupuleusement le texte des missives renfermées. Sa correspondance fut dès lors d'une complexité prodigieuse. Il s'écrivait des suppliques, des mots de remerciement, des faire-part, des condoléances, des billets d'amour ou des billets de vieux camarades, ou de riches cousins, ou de fonctionnaires importants. Et il ne manquait pas d'ouvrir et de lire toutes ces lettres. Son importance grandissait avec leur augmentation progressive. Aussi, ne pensait-il même plus au concierge ni à ses voisins. Il se suffisait. Sa vie se trouvait si remplie, une vie d'araignée au milieu de sa toile, à l'affût parmi les centaines de fils qui rayonnent autour d'elle. Il ne marchait plus, il courait. Il courait à travers Paris, roulait sur tous les omnibus et fréquentait les bureaux de poste des quartiers les plus opposés. À l'approche de ces bureaux, sa contenance devenait tout autre, en rapport exact avec la qualité de la personne qui, soi-disant, lui écrivait. Et de même, à sa table de travail, son âme se métamorphosait à l'infini. Tantôt il possédait une âme de ministre, tantôt de commerçant ou d'épicier, ou d'acteur, ou de militaire, ou de femme du monde, ou de courtisane. Il en prenait les poses, la voix, les manières. Il était vraiment le personnage évoqué. Et son plaisir se doublait d'une joie de créateur à voir défiler devant lui tous ces types imaginaires, engendrés par sa fantaisie. Jamais il n'ouvrait une enveloppe sans l'examiner et la palper, comme pour en chercher la provenance. Puis il allait droit à la signature et s'écriait « Tiens, c'est de machin » ou bien « Que diable me veut cet animal ?» Enfin, il lisait, et d'un bout à l'autre, il accompagnait sa lecture de remarques et d'exclamations. « Est-il bête ? Ah non, je refuse. Pour qui me prenez-vous, monsieur ? Voilà un particulier qui ne manque pas d'intelligence. » Cette expression revenait souvent, si bien que son orgueil grossit, alimenté par tant de louanges indirectes. La tournure des phrases l'émerveillait, et l'affluence des idées et la pompe des formules de politesse. Se haussant d'un degré, il entretint avec lui-même un commerce spirituel des plus transcendants. Il se consultait sur les questions palpitantes qui divisent l'humanité. Il se demandait son avis sur la peine de mort, sur le libre arbitre, sur le désarmement, sur le doute, sur les dogmes. Il s'exposait des cas de conscience. « Monsieur, ma femme me trompe. Dois-je la tromper ou la répudier ? Monsieur, j'ai trouvé un portefeuille. Qu'en faire ? » Il se regardait comme universel. Recettes de cuisine, placement de fortune, remèdes sanitaires, plans de voyage, combinaisons pour amoureux, rien ne l'embarrassait. Il était d'autant moins gêné que son manège consistait en interrogations et jamais en réponses. Un jour,
il s'écrivit une lettre anonyme. Et en la recevant, il pesta indigné. Comment y a-t-il des gens assez lâches pour employer de telles manœuvres et pour ternir la réputation d'autrui tout en gardant le masque? Un autre jour, il se donna rendez-vous au pied de l'obélisque à 4 heures. Et durant 2 heures, il s'attendit, en tirant sa montre avec impatience et en maugréant après le malotru qui le laissait se morfondre. Enfin, il fut heureux. Mais l'âge vint. Il craignit que sa santé ne résistât pas à un labeur si formidable. Prudemment, il planta là tous ses correspondants et disparut. Aujourd'hui, il vieillit dans son pays natal. Ses paperasses sont étiquetées et cataloguées. Le soir, il réunit les amis d'autrefois et il lit quelques-unes de ses lettres, principalement celles qu'il s'est adressées de la part de personnages importants. Bonne nuit. Bonne nuit.